Bonjour à tous et toutes pour cette deuxième séance de la quatrième saison de notre séminaire Intelligence artificielle pour la formation, SIAFO, porté par notre GIS 2IF. Et vous le savez, hein, cette saison, elle est consacrée à l'IA dans la formation professionnelle et avec une entrée par métier. Et on regarde métier par métier, on essaie de réfléchir d'abord, on va pas faire une liste exhaustive, mais réfléchir aux conséquences de l'introduction rapide et généralisée, on va dire, quasi générale aujourd'hui, de l'IA générative dans les métiers, dans l'exercice même des métiers. Et aujourd'hui, pour la deuxième séance, on va s'intéresser à la traduction et aussi aux concepteurs-rédacteurs. Et pour ça, on a l'honneur et l'avantage et le plaisir de recevoir deux femmes. D'abord, Nastasia Sabi, qui exerce plusieurs métiers, qui fait de la traduction, qui fait de l'illustration, voilà, et qui écrit. Hein, aussi, mais elle écrit des choses variées, elle est autrice, elle écrit des livres d'informatique et on l'a invitée aussi parce qu'elle a fait un livre à destination du grand public qui s'appelle L'IA du mythe à la réalité, mais elle est aussi autrice de science-fiction, de fantastique, enfin, elle pourra nous l'expliquer plus largement et elle aura je pense, des choses intéressantes à nous dire sur l'usage dans ses métiers et ses différents métiers à elle, pour commencer, hein, de l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle générative en premier lieu. Et dans un deuxième temps, on accueillera Rossana De Angelis, qui est maître de conférences en sciences du langage à l'UPEC. L'UPEC, c'est l'université de Créteil, Paris-Est, et elle est chercheuse au CEDITech, hein, un laboratoire bien connu en SIC et qui travaille beaucoup, enfin pas que, mais beaucoup quand même sur les analyses de discours, même s'il n'y a pas que ça, mais il a été connu historiquement pour ça. Euh, et elle s'occupe de rédaction, pas de traduction, mais elle aura des choses aussi très intéressantes à nous dire, hein, sur ces aspects. Elle essaiera aussi de nous faire prendre un petit peu de distance et de recul par rapport aux évolutions qu'elle voit et qu'elle voit apparaître, notamment aussi dans ses formations en tant que formatrice dans différents licences ou masters. Mais ça, elle nous l'expliquera. Donc voilà, donc je donne la parole en premier à Anastasia Sabi, qui pourra nous faire une petite présentation, hein, si elle le souhaite, elle peut partager son écran et on l'écoute. On est tout oui et ensuite, après votre présentation, vous prenez le temps que vous voulez, on pourra vous poser un certain nombre de questions. C'est à vous. Ça marche. Vous m'entendez bien du coup? Oui. Ouais, comme j'ai changé de micro. Très bien. J'ai partagé mon écran, effectivement, j'ai une petite présentation. Très bien. Donc effectivement, on va parler un peu d'IA et d'impact sur les métiers, puis je vais donner un peu mon point de vue. Pour expliquer un petit peu d'où part mon point de vue, effectivement, je vais vous dire d'où je viens. Donc exactement, je ne travaille pas dans l'illustration et la traduction, mais c'est vrai que je suis amenée à beaucoup les côtoyer Pas de problème, je de, fais comme ton de mon travail, dans mon travail d'autrice, du coup. Puisqu'effectivement, j'ai plusieurs casquettes. Je suis autrice et j'ai publié un livre de vulgarisation. Donc, l'idée, c'était que ce soit grand public, qui s'appelle l'IA d'une réalité, mais j'ai aussi publié en réalité des livres plus techniques sur l'IA, parce qu'en fait, j'ai aussi une expertise technique, c'est-à-dire que je fais partie des faiseurs, on va dire, et je travaille dans le domaine du médical pour Pulse Life. Voilà. Donc avant de commencer, je tiens quand même à prévenir, hein, c'est difficile, de prédire l'avenir. On voit ce qui se passe, il y a plein de choses à dire, mais des fois on me pose des questions, je dis: «Bah, je sais pas, qui vivra verra», mais on peut quand même donner des tendances sur ce qui se passe réellement aujourd'hui. J'ai un point de vue, assez, voilà, technique, donc je ne vais pas vous assommer, de grands concepts. Mais c'est vrai que, vu que j'en ai bâti, plus d'un, même si je ne travaille pas pour, OpenAI qui est derrière ChatGPT, je vois comment sont faits ces outils-là, puisque j'en ai produit d'autres. C'est mon point de vue et voilà, donc du coup, je disais, comme je suis autrice, je vois aussi un certain nombre d'impacts. On va parler de plusieurs choses. J'aimerais juste revenir un petit peu sur c'est quoi l'IA, juste pour qu'on arrive bien à comprendre quels sont les impacts. Donc je ne vais pas vous assommer avec une presse, sur l'IA, mais c'est juste pour qu'on puisse comprendre, un peu l'insuite et les impacts que ça peut avoir, ou pas d'ailleurs.
Donc voilà, l'IA dans les grandes lignes. Donc c'est toujours difficile de définir l'intelligence artificielle, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, quand le terme est créé en 1956, il y a 2 choses qui reviennent, c'est l'informatique, il s'agit de le faire par voie informatique et on va simuler l'intelligence humaine. C'est super difficile de dire ce qu'est l'intelligence et cetera, humaine en plus de ça, mais par contre, c'est super intéressant de se dire: «On simule» et en fait, il y a une impression, plus que de chercher réellement à le faire. Et au-delà de ça, c'est un nouveau paradigme, dans le domaine de l'informatique, puisque jusqu'ici, l'informatique, c'était basé sur des règles assez fixes. Heu, je vois, par exemple, une image, bleue et ben, j'écris que c'est de la mer, que c'est une mer, pardon. Alors qu'aujourd'hui, on va vraiment donner des données à l'IA et c'est elle qui va, heu, faire des modèles et construire en réalité le programme. Donc, on on change de paradigme et ce changement de paradigme apporte énormément de choses. En fait, on passe de quelque chose, on dit une programmation déterministe où vraiment on a quelqu'un qui va définir toutes les règles à l'avance, alors que dans la programmation probabiliste, bon, bah, on est vraiment sur des modèles statistiques qui se basent sur, une grande quantité de données. Donc ce qu'on peut en tirer comme point important, c'est que, ben, en fait, on s'appuie sur des probabilités. C'est-à-dire que contrairement à avant où c'était, toujours si c'est bleu, c'est la mer, bah, si c'est bleu, 90 du temps, c'est la mer. Donc ça veut dire qu'il y a un 10 du temps qui sont, parfois un peu bizarroïdes. En tout cas, le paradigme change et on bâtit, les programmes sur des probabilités. Ce qui veut dire qu'on a besoin aussi de beaucoup de données. Et l'exemple qu'on aime bien prendre, c'est celui des chats. On sait qu'il faut plusieurs milliers, d'images de chats pour qu'une IA puisse dire: «Ah OK, c'est compris, c'est un chat». Alors qu'on sait que pour les humains, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, de l'ordre de moins d'une dizaine. Donc voilà, les données, c'est très, très important et ça va avoir, un impact sur sur le changement des métiers il en faut vraiment beaucoup. Il faut de la qualité, bien sûr, mais il faut aussi de la quantité. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas juste, prendre tout ce qui est sur le web, il faut aussi qu'on s'assure que ce soit de qualité, bien annoté, qu'on puisse réellement en faire quelque chose. Si je reprends rapidement du coup le cheminement de l'IA, on a des données, qu'on collecte, qu'on va préparer, on décide de les donner un modèle statistique qui va en tirer des grandes conséquences et ensuite on peut le réutiliser. Alors du coup tout ça effectivement va avoir un impact, sur les métiers. Heu, alors souvent effectivement on dit: «Bah, ça va potentiellement créer des emplois». Hem, il y a déjà toute la partie, moi j'en fais partie des personnes qui effectivement, se spécialisent dans la création des IA, dans l'utilisation des IA donc oui, c'est une forme de création d'emploi. En tout cas, il se passe quelque chose, là-dedans. On a aussi, je vois beaucoup en entreprise, des juristes et des responsables qui, se spécialisent, dans, l'éthique des IA, le respect et cetera. Alors ça, à prendre avec des pincettes parce que ça dépend ce qui va advenir, politiquement, mais il y a clairement, c'est une tendance qu'on voit. Après, on va pas se mentir, c'est dans les grosses structures, mais c'est quelque chose qu'on voit et puis il y a tout ce qui est annotateur et annotatrice de données et ça, c'est pas toujours, bien visible alors que pourtant, c'est peut-être les personnes qui, la création d'emplois la plus forte, de l'IA. Donc c'est toutes les personnes qui vont annoter les données, mais aussi les modérer. Parce que des fois, il va y avoir des systèmes, comme, ChatGPT où, i le l'outil va aller, prendre tout le web, mais après faut vérifier que c'est correct, qu'on peut en faire quelque chose, que c'est exploitable, qu'il y a pas de contenu, violent, pédophile et cetera et donc du coup tout ça, c'est un travail, généralement on dit annotateur et annotatrice et ces personnes-là sont en réalité très nombreuses. Alors les emplois menacés, bah, justement, on va en parler aussi. Il y a, bah, tout ce qui est ce que j'appelle éditorialisation personnalisée et ça, je pense que ça a jamais été possible autrement. Ce serait, par exemple, tout ce qui serait, recommandations, je vous écris un texte que pour vous, selon votre profil et cetera. Ça, effectivement, ben, il y a que l'informatique qui peut autant le faire quand on a, des, millions, d'utilisateurs. C'est effectivement, c'est pas possible autrement.
Après, il y a un impact sur les illustrateurs et illustratrices, sur les rédacteurs, traducteurs, traductrices, et c'est pour ça qu'on est là. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Il y a aussi des cas qui restent toujours hypothétiques. Voilà, on parle d'IA générative, mais l'IA au sens classique, il y en a, on attend. Par exemple, on attend toujours les voitures autonomes. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas eu des progrès dans les voitures, mais bon, il y en a, on est toujours en train d'attendre. Et justement, ça me permet de dire attention à ce qu'on appelle la photomation, en fait, qui est de dire on va être remplacé, on va remplacer tel ou tel métier, et en fait, on n'est jamais remplacé. Mais en attendant, il y a eu une pression qui s'est exercée sur les personnes qui se disaient oh mon Dieu, je vais perdre mon travail. Qui, au bout du compte, n'ont pas perdu leur travail, mais où on leur a répété ce discours-là, ça devient plus difficile de négocier une augmentation de salaire, etc. Bon, j'en ai déjà pas mal parlé, mais les annotateurs, annotatrices, c'est un peu particulier parce que je dis que c'est une création d'emploi, mais ils ne sont pas toujours reconnus comme un métier. Des fois, on est sur du micro-travail sur des plateformes qui sont rémunérées à la tâche. Des fois, on est carrément sur du travail plaisir, puisqu'on a des interfaces un peu en jeu, mais en fait, on est en train d'améliorer les services de Google. Donc, bon, ben, en réalité, on fait quelque chose qui crée de la valeur, mais on n'est pas rémunéré directement pour. C'est pas toujours très visible aussi parce que ça se passe beaucoup à l'étranger, même si on a des personnes qui font ce travail-là en France. Et puis, c'est parfois des tâches qui sont inclus dans des postes plus généraux. J'ai vu des personnes qui, aujourd'hui, par exemple, je travaille avec une personne dont le rôle est aussi ça, c'est-à-dire qu'elle a 50 de son temps qui est d'aider l'équipe à s'organiser et 50 de son temps qui est d'aller chercher de la donnée, les annoter correctement, etc. Donc, c'est pas toujours très quantifiable. Donc ça, c'est important de noter que oui, l'IA change le paysage professionnel, mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Il n'y a pas juste création d'emplois, suppression d'emplois, il y a aussi déplacement, en fait. Et puis, du coup, on va y venir sur le domaine de la traduction, qui je pense le plus manifeste. Alors, le fait qu'on ait de l'IA dans la traduction, qu'est-ce que ça change? Déjà, ça permet d'avoir effectivement des traductions qui peuvent parfois être plus temps réel. Donc voilà, il y a un gain de productivité. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les traducteurs humains, en fait, on va leur fournir des suggestions et c'est à partir de là qu'ils vont pouvoir faire de la traduction. Bon, qui dit plus productif, dit aussi le problème moins de place pour tout le monde. Et c'est un peu le problème que moi je note dans la traduction, c'est que je vois réellement des personnes qui raccrochent, c'est pas un terme très très clair, mais qui abandonnent en fait, qui disent: «J'en ai marre d'être en concurrence avec les IA ou d'être en concurrence avec la traduction», sachant que de base, c'était quand même un métier où il y a beaucoup de concurrence. Hem, voilà, après, il faut avoir conscience qu'il y a traduction et traduction. C'est-à-dire que les petites trades, effectivement, on peut s'aider de l'IA et on valide. Mais en fait, les IA, elles manquent toujours de finesse dans certains contextes. Donc c'est pas toujours évident et j'aime bien prendre l'exemple, même si c'est un vieil exemple, de dire que Edgar Allan Poe, donc un auteur, britannique, il aurait jamais été aussi célèbre et on le sait si c'était pas Charles Baudelaire qui l'avait traduit. Donc pour ce genre de traduction, en fait, il y a une patte du traducteur. Il se passe quelque chose et on le voit, dans les traductions, de romans ou d'éléments comme ça où oui, on valorise encore grandement, les traducteurs de ce côté-là. Et puis et c'est là où c'est hyper intéressant sur le métier de traducteur, c'est vraiment le déplacement qui s'opère. Par exemple, Google Translate, voilà, c'est un outil qui est très bien utilisé, mais Google Translate n'existerait pas sans Google Translate Community. Et Google Translate Community, c'est typiquement un outil où on va aller dire telle traduction, elle a été traduite par ça automatiquement. Moi, je dirais que non, en tant qu'humain. Donc, en fait, on fait de la notation et en réalité, on aide l'outil à s'améliorer. Donc, en fait, finalement, les traducteurs, ils existent toujours. C'est juste qu'ils ont été déplacés. Bon, ils sont moins nombreux, mais malgré tout, il y a un déplacement qui s'opère et il sera continuel. Ça aussi, c'est une question qu'on me pose souvent.
Ça, je pense que vous en parlez mieux que moi, mais la langue évolue. Le terme qu'on prend souvent en exemple, c'est le mot troll. Troll quand, Tolkien en parle, au début du siècle et quand maintenant on en parle, pour parler des problèmes sur les réseaux sociaux, bah, on voit bien qu'il y a quelque chose de différent et du coup, il faut se tenir à la page. Il faut se tenir à la page, donc il y aura toujours besoin de ces traducteurs. Mais le problème, c'est que ces traducteurs, effectivement, ils sont pas forcément reconnus comme tels et ils rentrent, pour le coup de Google Translate Community, pas mal dans le travail plaisir et on a l'impression qu'ils n'existent plus. Alors, pour ce qui est de la rédaction, puisque c'est un peu nos sujets, donc là, c'est un peu pareil, hein, effectivement. Si on rédige avec les IA, ben, on voit bien, si vous les avez un peu testés, qu'en quelques secondes, on va avoir, des textes, qui sont générés, que ce soit pour des articles, des résumés, des posts sur les réseaux sociaux, ça paraît un peu magique. Il y a beaucoup d'outils de reformulation. Là, pour le coup, clairement, l'IA générative est hyper forte là-dessus. On parle souvent de ChatGPT, c'est vrai qu'il est super fort là-dessus. Moi, j'aime bien aussi citer Antidote, heu, pour rendre compte qu'il y a, toute une gamme, d'outils et de reformulation. Donc Antidote, c'est vraiment un outil qui, pour le coup, est utilisé beaucoup dans les maisons d'édition, mais aussi par les auteurs, d'une manière générale et où il y a, une section, spéciale pour faire de la reformulation. Alors c'est très intéressant parce qu'ils ne disent pas: «C'est fait par l'IA», contrairement à beaucoup de gens qui s'en vantent tout le temps. Je pense que les auteurs sont un peu frileux et du coup, bon voilà, c'est on le sait quand on est du métier que oui, c'est de l'IA, mais en fait, on a juste un champ, est-ce que vous voulez reformuler? Pareil, par contre le problème et on le voit de plus en plus, c'est que, ben, ça manque quand même, d'originalité. Je pense à LinkedIn qui a un petit peu tendance à être, surchargé, de posts générés par IA et j'ai envie de dire que ça commence à se voir. Hem Et puis voilà, c'est toujours pareil, hein, dans certains contextes, ça va être difficile que les IA génératives arrivent à produire des bons textes et c'est un peu comme dans la traduction, il y a un peu rédaction et rédaction. Heu, Aujourd'hui, clairement, heu, oui, on peut, rédiger les textes basiques, mais des textes plus compliqués, plus originaux, ben non, pour l'instant, on n'y arrive pas. Alors oui, hein, des livres avec IA, ils s'en vendent aujourd'hui sur Amazon, mais les gens, quand ils le reçoivent, sont plutôt dépités. Hem, donc voilà, on en est là pour l'instant, sachant qu'il faudra, c'est pareil, toujours continuer à faire évoluer la langue. Donc c'est pareil, il y aura toujours des personnes, qui vont, rédiger des textes. On peut pas en fait, entraîner les IA sur les IA, ça c'est un peu du mythe. En tout cas, on appelle ça du pourrissement en fait, où ça finit par ne plus donner quelque chose de qualitatif. Alors, est-ce qu'on peut réellement se passer d'humain si on ouvre un peu, de point de vue général? Ah bah, voilà, je l'avais mis, les contextes évoluent. Voilà, le mot troll de Tolkien, bah, il a beaucoup changé de sens. Il y a tout un tas de contextes qui évoluent et qui sont complexes, à mesurer. Voilà, donc je reprenais l'exemple d'Edgar Allan Poe, qui, voilà, sans Charles Baudelaire, on n'en serait pas là. Donc il y a quand même une bonne valeur, dans l'IA. Il y a aussi tout ce qui est problème éthique et biais. Alors en fait, les IA par définition, on l'a dit tout à l'heure, c'est des probabilités et le problème des probabilités, c'est que ça simplifie toujours un peu la réalité. Ce qui fait que du coup, à une époque, les sur ChatGPT, si vous si vous demandiez un texte sur les musulmans, c'était affreux, c'était vraiment la cata. On avait, des textes, sur l'apologie du terrorisme, grosso modo. Et en fait, ça, c'est parce que quand on prend, le web, on a beau, se dire: «Ah OK, je vais faire attention». En fait, le web de base, c'est pas, représente déjà un autre monde et en plus de ça, avec les probabilités, on va simplifier. C'est-à-dire qu'on va un peu, sortir les cas, un peu plus subtils, on va dire. Donc du coup, ChatGPT, ils ont beaucoup travaillé là-dessus et donc du coup, pour travailler là-dessus, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'ils ont utilisé des modérateurs, donc des humains. Voilà, donc il y a quand même pas mal, de complexité comme ça aujourd'hui, on le sait.
Quelque chose aussi qui est très, très intéressant, c'est que je vous disais, voilà, il y a traduction et traduction. Les petites traductions, bon, a priori, oui, on peut, remplacer une partie par IA, pareil pour la rédaction, mais en fait, dès que ça devient un peu compliqué, bah, l'IA fait plus le travail. Et je discutais avec une illustratrice, pour le coup, qui me disait, en fait, le problème, il y a aussi ça chez les illustrateurs, où il y a les bons illustrateurs, grosso modo, qui ont leur place, ils ont pas de menaces, ils ont pas de vraies menaces. Par contre, ceux qui viennent d'arriver, bah, oui, c'est plus compliqué pour eux et du coup, comment se faire la main sur des petites traductions, sur des petites rédactions? Comment progresser, si on ne nous laisse, pas la place, en fait? Donc ça, bah, j'ai pas la réponse, mais mais c'est un enjeu parce qu'aujourd'hui, on est au tout début, des IA génératives. OK, on s'emballe un peu, on a tous envie de les utiliser, mais demain, qu'est-ce qu'il en sera? Voilà, donc je vous laisse avec, cette question, si vous avez des questions, si vous voulez, réagir. Merci beaucoup pour cette présentation claire et qui nous pose effectivement collectivement pas mal de questions. Donc ceux et celles qui veulent intervenir, n'hésitez pas, soit dans le chat, soit en direct en ouvrant votre caméra et votre micro. Moi, j'avais c'est intéressant, ouais, vous faites référence à Antonio Casilli. Lui, il parlait de travailleurs du clic même, qui sont systématiquement, effectivement, oubliés. Et on imagine assez peu, c'est toute la partie immergée du système, la quantité de personnes que ça représente. Et ChatGPT, c'est ce que nous avait rappelé aussi Jean-Gabriel Ganassia, a été entraîné notamment par beaucoup des milliers de personnes en Afrique. C'est d'abord le continent africain qui a servi à l'entraînement de ChatGPT. Donc ça me semble intéressant. Donc en gros, si je résume votre position, c'est que les œuvres, parce que on a aussi le fil rouge hein, de la créativité, les œuvres les plus créatives avec des gens qui se sont fait un nom, qui ont déjà un nom, qui sont déjà établis, etc., n'ont pas trop de soucis à se faire, que ce soit dans la traduction, l'illustration, voilà. Pour je dirais les productions, ce que vous appelez les petites traductions, par exemple les productions moyennes, on va dire, j'ose pas dire médiocres, je vais pas apporter un jugement, mais les productions un peu du tout venant, là c'est plus problématique. Mais une chose que vous introduisez que moi j'avais pas bien vu, c'est comment on émerge, comment potentiellement on va laisser émerger des jeunes qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas cette aura, qui n'ont pas encore fait leur place et ça, moi, ça me semble être une question intéressante que vous soulevez. Si vous voulez y revenir un tout petit peu, parce que ça me semble important. Oui, alors comme je disais, j'ai pas la réponse, mais voilà, aujourd'hui, on est au début et ce serait intéressant de savoir, ben, dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, quand, ben, il y a des traducteurs, des illustrateurs qui vont partir à la retraite et qui prendra le relais, quoi. Alors il y a certaines personnes qui me disent: «Si, ben, ils vont quand même se faire la main en faisant des petites traductions assistées par IA», OK, oui, mais concrètement, ils vont en trouver moins. Puisqu'il y aura moins de place pour tout le monde et puis, il y a des chances pour que ce soit moins bien rémunéré. Donc est-ce qu'ils vont rester? Est-ce qu'ils vont avoir la foi? Voilà, les métiers passion, peut-être que les gens ont quand Oui. même aussi envie de d'avoir un Et métier qui leur permet de survenir à leurs besoins. oui, voilà. Et c'est le pervers d'être, la perversité d'être considéré, ce qui est un peu notre cas aussi, hein, en tant que chercheur, d'être métier passion, parce que Mmh, ça autorise à moins bien le payer, voilà, mmh, puisqu'ils sont passionnés, qu'ils s'amusent à faire leur métier, bon, ben voilà, ils mmh. sont contents, on les a sous la main, ça va bien faire l'affaire. Moi, je voulais aussi. Alors, il y a Aude qui nous rappelle effectivement qu'il y a un documentaire sur justement Casilli hein, qui est sorti, qui a été diffusé, je crois, hier ou mardi, voilà, qui porte justement sur ce thème. Et je pense que on doit le retrouver en replay, j'imagine, hein, sur la plateforme de France Télé. Donc, je pense que c'est tout à fait intéressant. De toute façon, maintenant, il commence à être un peu connu. Hein, on sait qui il est et Mmh. qui est voilà, il fait beaucoup d'interventions. Il a écrit plusieurs ouvrages d'ailleurs sur le sujet. Est-ce que il y a d'autres questions qui apparaissent ou pas?
Moi, je peux toujours en poser d'autres, mais j'aimerais bien donner un petit peu la parole à celles et ceux qui ont éventuellement des questions à vous poser. Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que ça s'est avéré? Est-ce qu'il y a des chiffres consolidés sur le fait qu'il y en ait moins? Donc ça commence à se voir, euh, qu'il y aurait moins de traducteurs, qu'il y aurait moins de... Est-ce que ça, c'est documenté ou pas? En fait, à chaque fois que je cherche dans les études, elles sont plutôt en contradiction Hmm. les unes avec les autres. Euh, donc non, malheureusement, j'ai pas un vrai retour. Donc c'est pas avéré, c'est pas stabilisé cette affaire. Non, On non, sait non, pas non. encore. Voilà, voilà, je vous donne plutôt des tendances D'accord. à prendre avec des pincettes. Voilà. Ok. Très bien. Thibaut? Thibaut Hulin? Oui, merci pour votre exposé. Alors, moi, je suis enseignant-chercheur dans un master de langue. On fait de la traduction, on fait de la rédaction, parce qu'il est appliqué au secteur e-commerce. Alors, on s'est posé la Mhm, question comment on pouvait intégrer l'IA dans nos formations. Et effectivement, de toute façon, on a vu très vite les étudiants l'utiliser avant même qu'on envisage de l'intégrer dans nos cours. Et ensuite, on sait ce qu'on a essayé de faire, mais ça reste pour moi une vraie question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut former aujourd'hui ces étudiants en lien. Alors, c'est vrai que nous, on n'est pas un master pure traduction, et je pense que là, c'est quelque part un petit peu inquiétant quand même, le mouvement, dans le sens où certes, il y a une spécificité de la traduction humaine, mais d'un autre côté, aujourd'hui, on leur dit, vous allez être payé moins parce que mm. vous allez récupérer une traduction faite par une IA et vous allez travailler à partir de ça. Nous, je dirais, c'est un petit peu différent. On peut parler de l'IA sans que ça, ils voient que les choses se hérissent sur leur tête. La question, c'est comment est-ce que finalement on peut faire cette formation avec des IA. Je pense que ça nous intéresse pas mal sur la question de GIS de ZIEF, c'est comment on peut former aussi aujourd'hui nos étudiants en l'IA. Donc nous, c'est des questions Mm, assez importantes là-dessus. Donc là, en l'occurrence, c'est des traducteurs, c'est des mm, rédacteurs, c'est aussi des concepteurs de sites web, des choses comme ça. mm. Donc, est-ce que vous pouvez Euh, nous aider? ouais, ouais. Alors moi, je suis pas prof, hein, je préfère le dire, mais moi, j'ai tendance à avoir quand même un avis là-dessus qui va être biaisé parce que j'ai un avis technique aussi, mais c'est de voir quelles sont les possibilités et les limites. Parce que si on regarde la télé, je suis désolée, je voulais pas taper sur la télé, mais on va avoir l'impression que l'IA qui sait tout faire, c'est pour demain, alors qu'en fait, on sait qu'il y a des limites. Et je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ces limites, de par exemple connaître le phénomène d'hallucination. On parle des IA génératives, donc le phénomène d'hallucination, c'est quand elles disent n'importe quoi avec beaucoup d'aplomb. De savoir qu'une IA, par exemple, ça consomme en ressources écologiques, enfin voilà, ce que ne va pas forcément faire enfin moins, en tout cas un cerveau humain. D'avoir ce genre de limites qui sont à la fois plus générales et en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'outil. Je pense que c'est un point de départ de se dire: «OK, c'est cool comme outil, mais ça a plein de limites». Il y a aussi tout ce qu'on alors je pense qu'on le survend un peu, mais on parle de prompt engineering. Je trouve qu'on le survend un peu sur ce que c'est, mais c'est vrai que c'est intéressant, en fait. C'est un peu comme si, avant on avait Google, on avait une manière de lui poser des questions, je remplis avec des guillemets, je mets des «et», des «ou». Et aujourd'hui, finalement, c'est un langage plus naturel, c'est vrai et en même temps, en fait, on se rend compte que si on pose telle ou telle question de telle ou telle manière, on peut, obtenir des choses différentes, de l'outil. Voilà, ce serait les pistes que je donnerais. Merci. Rosanna? Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Moi, j'avais une curiosité. Je me demande, je voulais savoir si vous aviez justement participé au déplacement du travail de traduction. Donc, si disons, vous participez à la Mmh. communauté de Google Translate et quelle est du point de vue vraiment professionnel de votre métier, qu'est-ce que vous Mmh. en tirez? Quel est l'intérêt
ou est-ce que, comment disons, vos compétences se sont déplacées avec ces expériences, si c'est le cas? Ok. Alors moi, non. Je contribue pas à ces outils. En fait, j'y suis allée parce que je voulais avoir un avis de personne qui le fait, mais c'est un peu biaisé parce que je l'ai fait pour le tester. Je connais des personnes qui le font parce qu'elles sont dans le besoin et c'est pas du tout le même ressenti. Par contre, j'ai beaucoup côtoyé ces personnes, que ce soit par l'intermédiaire, d'une entreprise, située effectivement en Afrique, heu, que ce soit, des personnes autour de moi, plus dans ma vie personnelle, qui vont aller faire du travail au clic sur les plateformes. Et aussi dans mon métier, on a déplacé des personnes et c'est assez intéressant parce que, il y a souvent le même discours de dire: «Ouais, trop bien, l'IA va remplacer les humains» et en fait, les humains qu'elle remplace, il arrive des fois, ça c'est quelque chose que j'ai vu plusieurs fois, ces humains ne sont pas remplacés, c'est juste qu'ils deviennent annotateurs. Par exemple, ils faisaient de la détection de sentiments sur les réseaux sociaux. Et ben, OK, très bien. On dit: «Ben, maintenant, vous ne faites plus de détection, de sentiments sur les réseaux sociaux, mais vous allez continuer à en faire pour annoter les données et que nous, on puisse entraîner» et généralement, enfin, en tout cas, de mon expérience, je n'ai même pas vu de diminution de cet effectif. C'est juste qu'il y a eu un déplacement avec ce que je disais, la photomation et là, on est plus sur le domaine, sociologique, mais vous voyez que vous êtes pas très important finalement, alors qu'en fait, bah, ils sont toujours là, en fait et ils effectuent un travail toujours aussi nécessaire. Ah, est toujours aussi nécessaire, mais peut-être un peu moins valorisé, on va dire. Non? Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, Oui, c'est ça. Non, c'est mais clairement, travail c'est d'annotateur, moins c'est valorisé. pas Ouais. Il y a certaines entreprises qui parlent d'experts, hem et ça, je trouve que c'est une bonne idée parce que, voilà, en ce moment, je disais, je travaille avec une personne qui est à moitié annotatrice et en fait, on dit jamais annotatrice, on dit experte et elle arrive avec son expertise médicale qu'effectivement, ça s'improvise pas quand je vois ce qu'elle est capable de faire et là, c'est plus valorisé, mais je suis d'accord que la plupart du temps, c'est très peu valorisé. En tout cas de mon expérience et aussi de ce que, nous rapportent les chercheurs, comme Antonio Caselli. Mmh. D'accord. Dacia a posé une question en ligne, mais je pense que ça Ouais. rejoint la question de Thibaut. Donc Dacia, vous nous dites, c'est en gros comment on doit les former. Si ça, on n'a pas répondu ou si Nastasia n'a pas complètement répondu, n'hésitez pas à la reposer ou à la poser de façon plus précise. Jacques Tonnet a une question, mais peut-être peut-il la poser s'il peut se connecter en direct, ce sera encore mieux. Jacques? Oui, je peux effectivement. Bonjour. Non, mais je me posais la question, puisque finalement, on cherche à établir des perspectives, puisque on a un peu l'impression que les IA fonctionnent sur la connaissance existante, et sa Mmh. réutilisation liée aux probabilités. Ben, quid de la création de données nouvelles? On peut imaginer que c'est là que sera désormais placée la valeur des choses. Vous parlez Mmh. d'expertise. Dans mon propre contexte professionnel, on a recours à des experts, mais pas tout le temps, sur des missions ponctuelles, et donc là aussi, Mmh. une moindre valorisation. Donc, si la valeur est liée à cette question de production ou d'expertise de données qualitatives ou créatives, et qu'à côté de ça, il y a une forme de verrouillage de l'émergence de nouveaux talents, comment ces gens qui seront désormais les futurs experts vont-ils sortir du lot? Et n'est-ce pas un peu donc le serpent qui se mord la queue, dans le sens où finalement ça tourne à vide avec des connaissances déjà existantes, sans qu'on puisse permettre la production réelle de données nouvelles ou qualitatives? Ouais, bah, j'ai pas la réponse en fait, mais Voilà. je trouve que la question est hyper pertinente et c'est là où on manque de recul, quoi. Ben, à voir, Très clairement. évidemment, et Mmh. c'est un peu inquiétant. Voilà. En fait, ça voudrait dire, Jacques, si je comprends Ouais. bien, que la façon dont le système est organisé et la façon dont il utilise les humains, au bout d'un moment, il va vite rencontrer sa propre finitude, quoi. Il est... Je ne crois pas en- trop en- qu'on parlait de la fin de l'histoire, et ça n'est pas le cas. Donc, c'est peut-être pas non plus la fin de la créativité, heureusement. Mais ouais. bon, Et- l'avenir est à suivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Anastasia? Georges-Louis, tu en avais une ou pas? Oui, alors peut-être pas une question, mais peut-être une réponse et une interrogation. C'est-à-dire, les chercheurs, ils sont contents d'avoir des services de traduction
de certains articles ou des choses qui sont, ou quand ils écrivent eux-mêmes dans une langue étrangère, ils sont contents d'avoir l'aide de DeepL ou de Google Translate ou d'autres choses. Donc, je crois qu'il y a un côté qui a un côté épatant, c'est que bah, ça aide. Alors maintenant, on sait bien pour l'avoir vu dans des travaux qui ont été plagiés que quand c'est un étudiant, par exemple, qui fait traduire par ce système-là quelque chose, et ben, en général, on le remarque parce qu'il y a des trucs qui vont pas. Donc, encore une fois, je pense qu'un des enjeux, c'est d'apprendre d'enseigner, que les gens apprennent en tout cas comment utiliser ça, ces choses de manière créative. Et donc probablement non seulement mettre des lignes jaunes à pas dépasser, mais aussi donner des conseils, des choses comme ça. Alors ça m'amène à mon interrogation. Qu'est-ce que vous trouveriez intéressant comme bonne pratique, en fait, avec... Alors, dans le cadre des petites traductions, comme vous disiez, parce que s'il s'agit par exemple de traduire un grand texte, pas du tout pareil, hein. Voilà. Et qu'est-ce que vous nous conseilleriez? OK. Ouais, moi, ce que je conseillerais, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de limites, aux hallucinations. J'en suis victime aussi, quand on voit le truc nous répondre, on est en mode: «Waouh!» et puis, en fait, on prend 2 minutes de recul et c'est pas si ouf que ça. Enfin, ça dépend des fois et en fait, la manière dont j'aime bien voir les IA génératives, c'est comme des outils de suggestion et Mm. par exemple, Antidote, dont je parlais tout à l'heure, qui est beaucoup utilisé par les maisons d'édition et les auteurs d'une manière générale, c'est plutôt un outil de suggestion. Ouais. Hem, Plus qu'un outil d alors il reformule, mais l'interface est faite de manière à ce qu'on voit bien qu'on nous fait une suggestion et du coup, pour aller vraiment copier-coller directement, l'élément et le mettre dans notre texte, honnêtement, l'interface n'est pas conçue pour, on va avoir des bugs et tout ça, c'est compliqué. Alors que du coup, on se dit: «Ah intéressant, lui il traduirait entraîné par, je sais pas n'importe quoi, essayer», alors que moi je l'aurais traduit par entraîné, et ben là, je trouve que c'est intéressant de s'en servir comme une suggestion, mais effectivement de pas, copier-coller directement. Mm. Un peu comme quelque chose qui nous aiderait à en fait, ce que j'aime bien dire, c'est que finalement, on a un peu déplacé notre charge mentale. Avant, c'était au début, dès le début, OK, on fait tout nous-mêmes et maintenant on dit: «OK, est-ce que tu peux me faire ça?» OK, on s'enlève cette charge mentale, mais par contre après, on surveille et on se dit: «OK, là, il m'a fait une suggestion, je prends ou je prends pas d'ailleurs» et ouais, je les verrais comme des outils de suggestion, c'est ce que je dirais. Mm. Bon. Ça rejoint d'ailleurs une étude qui a été faite en 2024 récemment par une université en Caroline du Sud, je crois, qui montre ça, qu'en fait, l'IA générative est plus intéressante pour les étudiants dans cette phase de production d'idées. Pas pour Mmh. positionner le problème, pas non plus en aval pour voir ce qu'on peut faire de ces idées, mais dans la production d'idées un peu tous azimuts et Mmh. parfois hallucinées ou, ou à côté de la plaque. Et là, il y a un travail à faire, mais ça peut suggérer effectivement, vous avez raison, des choses très intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va passer à Rossana. Je pense que c'est bon. Donc, Rossana, bah, c'est à vous. Vous allez pouvoir partager votre écran et on va vous écouter. Alors, je vais partager l'écran. Juste une seconde. J'ouvre mon document. Voilà. Alors là, vous voyez les vignettes. Si je mets plein écran, vous voyez? OK. Bah, si vous voyez que ça change pas de diapo, vous me faites un petit signe, hein. OK. Euh, alors, voilà, je laisse juste une seconde le curseur. Voilà. Très bien. Donc, le point de vue que je voudrais partager avec vous, donc d'abord, merci de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion d'intervenir et de suivre aussi le travail que vous faites et que je peux suivre grâce aussi à ma collègue Aude, à qui je dis bonjour, qui est voilà, ici à l'écran.
Et parce que disons, c'est un travail qui me permet de partager avec vous des questions qu'on se pose, pas seulement tous les jours dans notre métier, mais en ce moment, très souvent, on va pas se le rappeler que nous sommes en plein sommet, que nous entendons parler d'IA tous les jours, à la radio, on en lit dans les journaux. Alors je ne sais pas si vous avez vu passer aussi, par exemple, un numéro, le dossier 46 de la revue Future, qui s'appelle «L'écriture va disparaître et alors?» Donc, on est en plein questionnement. On se pose aussi la question, est-ce qu'on va redevenir des sociétés de l'oral comme on l'était autrefois, en prenant parfois un sens de écrit, de rédaction, de rédigé très strict. Donc, ça nous pose des problèmes et d'autant plus, ça nous pose des problèmes quand nous sommes responsables d'une formation. Dans ce cas, merci de l'avoir rappelé au début de la séance, je suis co-responsable d'un master en rédaction et traduction, donc pour le volet rédaction à l'UPEC, et nous sommes en pleine phase, disons, en pleine réflexion, parce que nous sommes cette année en train de construire la nouvelle offre de formation. Donc, la question, faut-il introduire l'apprentissage, les compétences, les outils de l'IA, donc ça peut se décliner dans diverses formes, dans nos formations, est une question d'actualité. On est en train d'y réfléchir depuis des jours et on n'a pas encore tranché dans quelle forme faire rentrer ces outils dans nos formations. De toute manière, on sait, on l'a évoqué tout à l'heure, que ces outils sont en train de changer nos métiers et quand il s'agit de former au métier de la rédaction, là je m'arrête sur les métiers de la rédaction et je vous montre quelques exemples. D'abord, il faut se poser une question, mais qu'est-ce qu'on rédige et à quelle forme de rédaction on forme justement, à quelle modalité de rédaction on forme nos étudiants. Parce que quand on parle de rédaction professionnelle, on a déjà deux groupes d'écrits. On a ce qu'on appelle les écrits processés, c'est-à-dire les écrits qui sont constitués de messages d'erreur, de bugs, la célèbre erreur 404 qu'on voit apparaître, etc. Donc ça, c'est une forme de rédaction qui est très technique et qui concerne une partie du travail rédactionnel qui peut être lié à la rédaction numérique. Mais après, il y a un autre groupe d'écrits, et ce sont les écrits édités, et c'est sur ça qu'on forme nos étudiants, c'est-à-dire des écrits qui sont produits par des rédacteurs professionnels avec des caractéristiques rédactionnelles qui permettent à ces écrits non seulement de circuler dans un environnement numérique, comme c'est le cas, mais aussi d'être visibles, d'être lisibles, pardon, j'avais sauté là, d'être lisible, d'être visible. Donc c'est ce deuxième groupe, le groupe des écrits édités, qui nous concerne. Alors, les écrits édités, juste pour vous donner quelques exemples, c'est-à-dire quelques exemples d'aspects de l'écrit et donc de la rédaction professionnelle sur laquelle on travaille en cours et dans différents cours. Quand on va regarder de quoi cette pratique de la rédaction numérique est constituée, on voit qu'en fait, c'est un ensemble de pratiques qui qui interviennent en même temps et qui qui collaborent dans la construction dans la production d'un écrit. Alors, très simplement, là, vous avez des mots qui peut-être ne vous parlent pas forcément tout de suite, mais je vais vous dire de quoi il s'agit. Vous avez un article sur un journal, prenons le Huffington Post. Le Huffington Post, tout le monde connaît. Donc, c'est un journal gratuit qui a fait l'histoire aussi de la presse gratuite, qui a été exporté en plusieurs langues. Il y a plusieurs versions, la version française, italienne, espagnole, anglaise, etc. Donc, c'est les articles, les billets où les blogs ou les dossiers de l'Huffington Post sont rédigés avec des pratiques qui permettent à ces écrits-là d'émerger, donc de sortir de la grande masse d'écrits sur lesquels portent les moteurs de recherche et d'être plus visibles
plus attrayants, plus intéressants que d'autres. Alors, pour préparer un écrit qui soit plus visible, plus attrayant, plus intéressant, il y a plusieurs, disons, critères. Il faut le préparer, par exemple, par bloc. Alors, c'est ce qui répond à ce que vous voyez en vert, stratification. C'est-à-dire, il faut faire un bloc d'introduction, il faut faire un bloc de développement, il faut faire un bloc de premier argument, deuxième argument, troisième argument, arriver à une conclusion, euh, construire une ouverture. Bref, le texte rédigé, il est rédigé à travers une stratification de blocs, de paragraphes, qui permet au lecteur une lecture, disons, du haut vers le bas, et une lecture progressive qu'il faut conquérir. Et après, il y a un autre enjeu, c'est-à-dire qu'il faut apprendre aux étudiants à formater, donc c'est là le cercle en rouge, le formatage, c'est-à-dire mettre un écrit dans la forme, par exemple, d'un article journalistique, d'un billet de blog, je sais pas, d'un commentaire, etc. C'est-à-dire relier cet écrit-là au discours dans lequel il va circuler. Pour que l'écrit soit lisible, pour qu'il soit visible, il y a aussi tout un travail qui est fait sur les mots. Quels sont les mots qu'on choisit? Selon les mots qu'on choisit, on va cibler des lecteurs. Et donc, c'est la partie bleue que vous voyez, sémantisation, c'est-à-dire comment on construit cet univers de discours qui est reproduit par l'écrit, quels sont les choix lexicaux, etc. Et pour faire le lien entre un écrit et d'autres écrits, donc c'est la partie, le cercle jaune que vous voyez, hyperliage, il faudra relier un écrit avec d'autres écrits par le biais de hyperliens, etc. Donc, si vous regardez juste les pratiques que je vous ai évoquées de manière synthétique et très, disons, très simple, vous voyez que produire un écrit numérique, c'est complexe. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous dans nos formations? On prépare les étudiants à gérer cette complexité, on décompose la pratique rédactionnelle et on permet aux étudiants de savoir que quand il faut préparer un écrit pour qu'il circule dans l'environnement numérique, il faut qu'il ait ces caractéristiques-là. Il y a un dernier élément qui est resté, que je n'ai pas commenté, c'est ce que vous voyez au centre, référencement. Le référencement, c'est une pratique de rédaction numérique, spécifiquement numérique, qui consiste, disons, je synthétise et je fais vraiment de manière, je vous parle de manière très simple d'une pratique qui est fort complexe, qui consiste à placer en gros des mots-clés, qui répondent à des demandes de recherche. Je dis mots-clés, mais c'est aussi des tags. Vous savez, les tags, c'est les petits mots qui permettent de chercher au moteur de recherche des contenus. Bref, c'est une pratique qui peut être plus ou moins technique et qu'il faut la traiter à part. Nous, à nos étudiants, on apprend aussi à traiter cette partie-là, c'est-à-dire à référencer les écrits, à leur donner des mots-clés à travers les écrits, à travers lesquels les écrits peuvent circuler et être visibles. Je vous montre un exemple. Là, c'est vraiment pour comprendre quels sont les enjeux. Je passe sur ça parce qu'il y a plusieurs... Ça, c'est un exemple d'écrit que nos étudiants produisent. C'est tiré disons, du mémoire et du corpus d'écrits produits par un étudiant qui s'appelle Antonin, il y a 2 ans, qui faisait un stage professionnel dans une start-up de référencement, une entreprise de référencement, les Sherpas, et qui produisait donc justement des écrits qui s'adressaient à un public d'adolescents et qui devait donc cibler à la fois, il devait être adapté à la fois pour la circulation numérique de l'écrit, mais aussi pour le public. Alors, il fallait trouver par exemple un bon titre. Il fallait que ce titre puisse se transformer, c'est un peu technique, mais je ne vais pas rentrer dans les questions techniques. Si vous voulez, on le fera après. Il faut que vous voyez là où il y a ce petit H1 là, il faut que ce titre puisse être recherché dans ces lignes, qui sont des lignes de code, on appelle balises,
par les moteurs de recherche. Donc, les étudiants, qu'est-ce qu'ils apprennent? Je simplifie énormément, mais je voulais vous montrer l'aspect technique de la rédaction numérique. Les étudiants, ils apprennent à faire le lien entre ça, la dimension technique, et ça, ce qu'ils écrivent. Bref, former les étudiants à la rédaction numérique consiste à leur faire comprendre comment leur écrit, ce qu'ils écrivent et ce qu'ils lisent, correspond à une structure dans laquelle, en fait, les moteurs de recherche vont chercher des éléments. Bien, alors ça, c'est ce qu'on faisait avant les IA. Pardon, je vais un peu vite. En gros, on préparait et on prépare toujours les étudiants à produire ce qu'on pourrait appeler une écriture efficace. Pourquoi efficace et dans quel sens efficace? Efficace parce que le résultat de ces pratiques est la production d'un écrit, la rédaction d'un écrit qui est complètement adapté à la circulation dans un environnement numérique, donc qui a les mots-clés là où il faut, donc il peut être retrouvé par les moteurs de recherche, qui devient visible par les lecteurs, qui est structuré de manière progressive, donc qui augmente son efficacité, c'est-à-dire il devient plus intéressant, etc. Bref, il est l'écrit préparé de cette manière, avec des techniques de rédaction précises, devient un écrit efficace par rapport, disons, au dispositif de lecture au sein duquel il circule. Bien, l'IA, donc, quand on voit ce que ça peut changer dans la formation de nos étudiants, donc dans la formation à la rédaction, au métier de la rédaction, on se rend compte que la rédaction assistée par l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle, on utilise l'acronyme RAI souvent, change les métiers de l'écrit. Pourquoi il les change? Parce que, en fait, si nous considérons déjà rien que le brassage d'informations qui a été évoqué par Anastasia tout à l'heure, le brassage d'informations, le brassage de données, on se rend compte que les données, la quantité de données disons, qui est une quantité de données de plus en plus fiable, hein, c'était ce que Anastasia rappelait tout à l'heure, permet, disons, et démesuré par rapport aux compétences de nos étudiants, ce qui entraîne une vitesse d'élaboration de l'information qui n'a pas du tout de, disons, de comparaison. Et donc, une rédaction assistée par l'intelligence artificielle, elle devient, disons, une rédaction qui prend en compte une quantité d'informations époustouflante, avec une vitesse de rédaction incomparable, avec en plus un rendu, si on pense à toutes les corrections orthographiques qu'on peut faire et pour lesquelles, comme le rappelait Anastasia, on utilise souvent Antidote, qui est un super, disons, logiciel qui nous aide beaucoup à repérer les répétitions, etc. Dans ce cas-là, donc, correction orthographique et aussi, par exemple, l'élimination par principe de tous les tics rédactionnels qu'on peut avoir en tant que rédacteur humain. Donc, si on considère tous ces paramètres, eh ben, il ne fait pas de doute que le gain est là et que donc intégrer l'intelligence artificielle, faire une rédaction assistée par l'intelligence artificielle devient, devient un gain, donne un gain économique en termes de temps, en termes de, aussi de quantité d'informations qu'on peut retrouver. Donc, les étudiants, c'est pas étonnant que les étudiants, quand vont en stage, sont invités à utiliser les IA. Et donc, il y a une première phase d'exploration des sujets que souvent se fait par IA. Et ça, les encouragements reposent, comme je vous disais, sur des raisons économiques. Si vous pensez, disons, si on fait une comparaison, c'est comme écrire un article sans IA, c'est comme s'il faut prendre le temps de préparer toute la tarte, mettre voilà, penser les ingrédients, les chercher, les préparer, etc. Vous les mettez au four, vous la servez. Avec l'IA,
le temps d'en manger une part et les informations sont déjà là. Alors, qu'est-ce qu'on peut, et là j'essaie de réfléchir justement à la question de la formation. Qu'est-ce qu'on peut donc encore apprendre aux étudiants quand, quand on a une rédaction dans le cadre d'une rédaction assistée par l'intelligence artificielle. Alors, le premier problème qui se pose, mais qui est en pleine exploration surtout en ce qui concerne les développements récents des IA rédactionnelles, c'est la question des sources. Faire le tri entre sources fiables et non fiables, même si la qualité des données textuelles a vraiment changé parce que, le rappelait Nastasia, il y a une exigence de qualité qui est liée à l'identification des sources, est une question en train de se développer. Disons, là, on pourrait déjà commencer par porter l'attention sur cette question des sources, parce qu'on sait bien que la fiabilité des sources est liée à la construction d'un argumentaire plus ou moins solide. Alors, en passant par toute la dimension rhétorique, que ce soit les arguments fallacieux ou bien les biais les biais logiques dans la construction d'un argumentaire, là, insister sur les compétences rhétoriques dans la construction d'un argumentaire reste pour l'instant encore d'actualité. Surtout si on rappelle, comme le disait Umberto Eco, qu'il n'y a qu'une seule chose que vous écrivez uniquement pour vous-même, et c'est la liste des courses. Il faut savoir que tout ce qu'on écrit, on l'écrit pour quelqu'un, et ce quelqu'un pour qui on l'écrit représente une sorte de, implique ce qu'on appelle un ethos de la responsabilité, donc un ethos de l'écriture, donc une responsabilité autoriale. Et dans notre formation, on essaie de sensibiliser beaucoup à la question de l'éthos de l'écrit, c'est-à-dire y a-t-il disons, quelles sont les responsabilités derrière une profession de l'écrit, derrière la profession dans ce cas-là de rédacteur ou rédactrice numérique pour le web. Deuxième question, deuxième problème auquel on est confronté, c'est la question des contenus, la vérification des contenus. Alors, quand on a devant nous des étudiants qui, justement, sont incités à utiliser des IA pour commencer, donc pour travailler et produire des écrits de manière rapide, efficace, économique, et donc produire 3 écrits en une matinée plutôt qu'une, ça se réduit à ça. La question, c'est comment vérifier les contenus. Alors ça, c'est une grande question. Pourquoi? Parce que ça touche un peu à l'opacité. Quand on ne connaît pas forcément comment fonctionne une IA, on est confronté au processus, soit en amont, soit en aval, on est placé soit en amont, soit en aval du processus. Et donc, toutes les phases intermédiaires, donc la phase d'assemblage des données, de réduction des données, de sélection des données, etc., nous reste opaque. Et donc cette opacité fait oublier la possibilité que les contenus de départ et les contenus d'arrivée ne sont pas cohérents, ou que dans la production, dans le passage, il y a quelque chose qui nous amène à des contenus non fiables. Je voudrais vous proposer un exemple. Je surveille mon temps. Je crois que j'ai encore un peu. Je voudrais vous proposer un exemple qui vous montre, les enjeux que nous, pour l'instant, après c'est en pleine évolution, donc on verra ce qu'on va faire après, qu'on se pose. Donc je vais vous poser un exemple. Je voudrais analyser avec vous les raisons les raisons et les éléments qui constituent une hallucination très fréquente
d'une IA rédactionnelle. Bref, je me suis amusée à poser des questions à ChatGPT, comme on le fait souvent pour tester nos limites, et je vous propose donc de l'analyser ensemble comme on l'analyse avec les étudiants. Donc, première question que j'ai posée à ChatGPT, c'est qui suis-je? Alors, quand on pose la question qui suis-je, ben, pour comprendre la réponse, ben, vous êtes une personne unique avec une combinaison d'expériences, de pensées, de caractéristiques qui vous définissent, etc. Si on va lire la réponse, c'est très cohérent. Ben, la désignation, c'est-à-dire l'objet désigné, la description, correspond à la description d'un humain. Pourquoi ça? Ben, parce que dans le qui suis-je, il y a je, et ce je, qui est un pronom, et qui, dans l'interaction entre l'homme et la machine, permet à la machine d'identifier l'interlocuteur, qui est un interlocuteur humain, permet donc de donner une définition claire de la personne, de l'humain. Pourquoi? Parce que c'est guidé par un élément linguistique, le je, qui fonctionne, comme on dirait, qui fonctionne de déictique, c'est-à-dire qui va nous dire, toi, de l'autre côté de la relation conversationnelle. Très bien. Alors, dans ce cas-là, donc moi, je fais des sciences du langage, donc je m'appuie sur quelques notions de sciences du langage, mais on peut y revenir après. Si... Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que, en termes linguistiques, dans l'échange machine-humain, le je, pronom, fonctionne de déictique, donc va identifier l'autre et permet d'avoir une coïncidence de ce qu'on appelle un référent, de quoi on parle, c'est-à-dire le référent sémantique, ce que le pronom je indique, et le référent pragmatique, c'est-à-dire la personne à laquelle ce pronom fait référence. Les deux coïncident, raison pour laquelle on a une définition de personne. Mais si je change, donc on a un référent sémantique, la fonction linguistique du mot je, et un référent pragmatique, c'est-à-dire la personne linguistique qui est identifiée par les jeux. Et donc les deux coïncident. Mais si je change de question et je dis qui est Rossana De Angelis, je le fais avec moi-même, je ne suis pas trop connue, je ne suis pas Umberto Eco, donc on peut se tromper bien facilement. ChatGPT me répond, Rossana De Angelis, c'est une artiste plasticienne italienne. J'aimerais bien, mais je ne suis pas douée pour être une artiste plasticienne. Mes étudiants le savent quand je fais les exemples au tableau et je dessine des choses. Donc, bien évidemment, là, on est face à ce qu'on définit très couramment une hallucination, mais ce qu'on ne sait pas, c'est sur quoi repose cette hallucination. Eh bien, donner aux étudiants, pour revenir sur la question de qu'est-ce qu'on peut leur apporter, donner aux étudiants la possibilité de comprendre pourquoi cette hallucination se produit, veut dire leur donner la possibilité d'avoir des outils pour faire ce qu'on appelle une vérification des contenus à la sortie, à la fin d'un processus de l'utilisation de l'IA. Alors, sur quoi repose cette hallucination? Cette hallucination repose sur le fonctionnement des noms propres. Les noms propres ont une façon de désigner qui n'est pas celle des noms communs. Donc, on ne peut pas attribuer à Rossana De Angelis les caractéristiques de n'importe quelle personne. Oui, je suis une personne, mais une personne qui correspond quand il s'agit de dire je, on peut décrire une personne en général. Quand il s'agit de définir, c'est plus du tout le même enjeu. Donc, les noms propres permettent en fait de faire la différence entre ce qu'on appelle un référent sémantique, c'est-à-dire qu'est-ce que cette séquence de mots, à quoi elle nous renvoie, et le référent pragmatique, c'est-à-dire mais quel est le référent du monde auquel cette séquence fait référence. Donc, qu'est-ce qu'elle va désigner, cette séquence? Alors, en passant par les noms propres, c'est facile. C'est facile, mais c'est facile et c'est évident. Pourquoi? Parce que ça permet aux étudiants de dire, écoutez, quand vous avez un résultat,
Ce résultat n'est que le produit de la recherche dans une bande, dans un ensemble de données qui sont identifiées par des séquences de mots, Rossana De Angelis, par des tags, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire ces petites séquences qui sont positionnées à des endroits spécifiques des écrits numériques et qui vont permettre donc de sélectionner un contenu, mais ce contenu n'est pas forcément celui qui correspond à, entre guillemets, l'objet du monde qui est à l'extérieur. Bref, en passant, disons, par cette expérience, on peut montrer aux étudiants qu'en fait, les IA fonctionnent sur disons, dans un contexte clos et que les résultats dépendent de la clôture de ce contexte. Bon, très bien. Si je continue, donc là, c'est très clair. Quelle est la différence entre référent sémantique, ce que le mot nous permet de trouver, et le référent pragmatique, ce que le mot nous permet de relier au monde en dehors disons, en dehors des IA. Tout ça repose sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais je ne vais pas reprendre le côté technique, repose sur cette technique de référencement que dans le langage courant, dans le langage technique, c'est Search Engine Optimization, c'est-à-dire comment on va attribuer des étiquettes à des contenus dans un environnement numérique pour que ce contenu puisse être retrouvé par des moteurs de recherche ou bien par les IA. Selon l'étiquette qu'on va attribuer, le contenu vient à la surface ou pas. Mais ce contenu qui vient à la surface, il n'est pas forcément un contenu adéquat pour parler des choses du monde. Je vous montre en exemple. Si je continue à dire à ChatGPT, peux-tu me montrer des œuvres de Rossana De Angelis? Puisque je suis une artiste, je veux voir ce que je fais. Donc, je continue ma recherche, je tombe, donc la proposition est la suivante. Donc, Rossana De Angelis est un artiste, etc. Donc, il y a deux choses intéressantes. À ma question en français, la langue a changé, la réponse est en anglais. Pourquoi? Parce que les contenus référencés, où il y a la séquence Rossana De Angelis, Rossana ou De Angelis, se trouvent dans des plateformes, disons, en langue anglaise. Et deuxième chose, ce qui est intéressant, je vous montre, voilà l'artiste en question, c'est pas moi, mais voilà, ça ce sont les œuvres en fait sur le site. Quand je vais regarder, je suis le lien là où il y a écrit Artsy, je suis le lien, je vais voir quels sont les contenus qui correspondent à cette recherche. J'arrive à cette page-là, donc je peux voir que effectivement le contenu m'amène sur un référent pragmatique qui n'est pas correct. Je vais vers la fin de mon exposé. Donc, l'artiste en question, si vous voulez la suivre, c'est Francesca De Angelis et pas moi. Où est-ce qu'il va chercher le moteur de recherche? Il va le chercher dans cette ligne-là. Vous voyez, il y a title, Francesca De Angelis, artiste, from San Marino, etc. Si vous vous rappelez, c'est un peu... Ça vous rappelle les premières diapos, c'est-à-dire c'est ce qu'on apprend aussi aux étudiants à construire, mais à construire avec à produire avec une adéquation entre contenu et, disons, entre les mots et les choses, pour reprendre Foucault. J'arrive vers la fin, parce que là, quand on va un peu plus loin, en faisant des expériences comme en analysant des hallucinations, on peut montrer aux étudiants que finalement, les IA fonctionnent à travers des critères sémantiques, donc des recherches de mots, des recherches de contenu, donc comment fonctionne la recherche de contenu, mais aussi à travers des critères matériels, c'est-à-dire que la recherche se fait à travers des séquences de mots figés. Et ce sont ces séquences de mots figés à travers ces séquences de mots figés, on va retrouver les contenus, mais ces contenus ne sont pas forcément les bons. Donc, faut-il introduire les IA?
quand on les introduit et qu'on peut analyser des productions, on fait ce qu'on appelle de la post-édition, c'est-à-dire on va prendre les contenus produits, on va les analyser, on va les transformer, on va les rendre peut-être meilleurs ou on va totalement les changer, mais on a besoin d'une compétence fine de rédaction numérique pour pouvoir euh, analyser, transformer et retravailler une production faite par l'IA. Au moins, à ce stade, on en est encore là. Bon, juste pour vous montrer la fin de l'histoire, si je dis connais-tu d'autres personnes qui s'appellent Rossana De Angelis, finalement, il arrive à trouver disons, ma bio quelque part. Donc, je finis par recoller les morceaux et retomber vis-à-vis de moi-même. Donc, en continuant les analyses sur ces hallucinations, on finit par par trouver quels sont les éléments qui permettent de coller référent sémantique et référent pragmatique. Encore deux petits problèmes et avant de terminer, un troisième question, un troisième problème qu'on voit surgir avec les IA, c'est la question du formatage qu'on voyait tout à l'heure. C'est-à-dire que alors je suis passée par j'ai posé une IA une question très simple. Donc produire des questions, ça s'apprend. Donc là aussi, il faut développer des compétences parce que là, c'était une question qui me permettait d'analyser des productions et aussi de me confronter à des difficultés. Donc, autre difficulté, c'est la question de produire des contenus qui soient adaptés à des discours de référence. Parce que produire, et je vous montre un exemple assez simple, j'ai travaillé avec les étudiants en master, toujours, en master de rédaction, sur des formes d'écrit ordinaire. On a travaillé sur les recettes. Bon, les recettes de cuisine, tout le monde sait, tout le monde voit, etc. Elles sont très normées, etc. Et il faut savoir qu'il y a aussi des mouvements de circulation des écrits qui remettent en question les écrits trop normés. Donc, il y a tout un mouvement qui a circulé surtout dans les médias anglophones, un mouvement de no receipt, c'est-à-dire de non-recette. Donc, on a travaillé avec les étudiants sur les normes rédactionnelles qui mènent d'une recette à produire un texte qui n'a pas les contraintes de la recette, mais qui reste néanmoins une recette. C'est tout un travail, ça s'apprend, et ça permet d'introduire des éléments de narration dans un écrit qui apparemment ne l'a pas. Ce sont des qualités très appréciées disons, dans le métier de la rédaction par les entreprises de rédaction ou les médias dans lesquels les étudiants trouvent souvent des stages. Si je demande à ChatGPT de me faire une recette des pâtes à la carbonara sous forme de no receipt, il me sort une recette, mais pas dans le format, pas dans le genre non receipt. C'est-à-dire que ce n'est pas, même si je donne en fait l'indication de format dans laquelle je veux disons, je veux que l'écrit soit produit, le résultat n'est pas adéquat au discours de référence. Donc, n'est pas adéquat au lectorat, n'est pas adéquat, par exemple, à un média s'il s'agit d'un média un peu particulier, etc. Je termine avec un autre exemple. Je vais un peu vite sur les exemples, mais je voulais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec les étudiants et comment, on prend la question. Quatrième problème, c'est la question du style. Bon, là, quand on l'évoquait tout à l'heure, la question de la production d'écrits par les IA générationnelles qui flottent un peu dans cette sorte de neutralité, eh ben, un rédacteur qui n'arrive pas à se distinguer, à se différencier, n'arrive pas à produire des écrits qui se différencient dans la masse des écrits qui circulent, eh ben, crée un problème. Donc la question du style, de la production de contenus qui n'ont pas cette impression de standard que j'ai pas encore su comment affronter, ça peut être une autre question. Donc, c'est différent de l'indication écrire à la manière de Sartre, de Proust ou de Baudelaire. C'est vraiment construire sa propre syntaxe, construire son propre style argumentatif. Et ça, c'est quelque chose qui est très apprécié quand on fait de la formation et qui, pour l'instant, je ne sais pas comment
affronter ou disons comment ça peut se faire avec les IA. Je conclus donc, je conclus et j'ouvre. C'est-à-dire que faut-il donc intégrer les IA dans nos formations? Ben, pour moi, il y a un vrai intérêt à au moins intégrer les expériences de rédaction pour les IA rédactionnelles qu'on fait avec les IA avec les étudiants parce qu'elles permettent justement de travailler sur des aspects, sur des compétences fines. C'est-à-dire, on peut aller vraiment très très loin et en même temps permettre de mettre, disons, de faire jaillir, de montrer des problèmes qu'on ne pourrait pas affronter autrement. Avec un texte, disons, bien écrit, avec un article bien écrit, on ne voit pas forcément quelle est la différence entre référent sémantique et référent pragmatique, par exemple. Ça, je vous posais vraiment une question technique très, et après, bah, il y a aussi d'autres compétences rédactionnelles. Tout à l'heure, on parlait de compétences déplacées, c'est-à-dire un déplacement de compétences, pas de compétences déplacées. Un déplacement de compétences, ben, écrire des prompts, donc écrire des requêtes d'écriture, des requêtes de rédaction, ben, c'est une compétence à développer. Si on soumet aux IA rédactionnelles des requêtes banales et simples, comme je l'ai fait moi tout à l'heure dans l'exemple que je vous ai montré, qui suis-je, qui est le standard, on ne s'en sort pas. En fait, on est confronté à une telle pluralité de données qu'on peut rejoindre que ben, souvent on a des résultats décevants. Donc l'écriture de requêtes, ce qu'on appelle le prompt engineering, c'est une compétence. C'est une compétence et c'est une compétence rédactionnelle fine. Après, bah, il y a tout un travail qui est demandé, disons, un travail d'accompagnement qui est demandé parce que justement, comprendre euh, le processus de production d'un écrit à travers une IA, donc faire de la rédaction assistée par les IA, ça s'apprend. Donc là aussi, ça c'est notre travail à nous, c'est-à-dire en fait, il faut trouver une façon de nous former ou de nous adapter ou de prendre ces enjeux, de prendre sur nous ces enjeux. Et après, il y a tout un travail de post-édition qui rejoint aussi le travail de post-traduction qui était évoqué tout à l'heure par Anastasia, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de ces produits. Alors, il y a la vérification, il y a le travail sur l'argumentaire, il y a le travail sur les sources. Bon, là, c'est en cours, mais il y a le travail le ciblage. Le ciblage En fait, la post-édition, c'est un travail à part. Donc là, nous, à Créteil, dans notre formation, on est en train de réfléchir à comment appeler un cours où on peut travailler sur la post-édition. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On l'appelle rédiger avec les IA, rédiger par les IA, rédiger après les IA, rédiger. Donc, c'est tout un tas de questions qui se posent. Donc, bon, moi, je ne crois pas. Je suis comme tout à l'heure, je ne sais plus qui intervenait, qui disait, bah, on ne va pas faire disparaître l'écriture, etc. Non, pour moi, ce n'est pas une question de disparaître. Ben, c'est une histoire. L'écriture a une histoire, la culture graphique a une histoire. Donc, il y a des formes de nouvelles formes de rédaction, des nouvelles formes d'écriture qui sont en train de paraître. Il faut en comprendre les enjeux. Et après, ça devient, disons, les défis qui sont posés à nous en tant que dans les formations et aux étudiants, aux formateurs en tant que formés, sont vraiment, non, les défis sont nombreux, mais sont aussi intéressants. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Rossana, pour cet exposé très clair, très précis et avec des questions qui nous sont renvoyées aussi à tous collectivement. Moi, j'en avais une peut-être pour ouvrir le bal, si je puis dire. Je pense qu'il y aura d'autres questions qui vont surgir peu à peu. Je me disais, en gros, vous adaptez vos formations de façon naturelle. Il y a l'IA, voilà. Mais la question que je me posais, du coup, ça relativise l'idée de révolution. Voilà. Parfois, on a un discours parfois un peu excessif, on va dire, dans certains médias, avec cet emballement caractéristique de l'apparition d'une nouvelle technique. Mais est-ce que, justement, avec le recul, est-ce que vous avez eu d'autres innovations techniques dans la rédaction
par le passé, qui ont déjà été ingurgités, si je puis Ah ouais? dire, qui ont déjà, voilà, et finalement, bah, ça en est une supplémentaire. Qu'est-ce que ce serait finalement dans un passé ouais, même récent, je sais pas. Absolument. Alors, dans les anciennes versions, pardon, de la formation, si vous allez voir l'historique des livrets, hein, on peut le faire tous, retrouver un vieux livret, etc., ben, le terme rédaction web, ça n'apparaissait pas. Le terme rédaction web identifie là des cours que je donne moi-même, hein, c'est pas, je vous le fais vraiment, c'est un exemple qui me concerne des cours de préparation donc aux compétences, à des compétences spécifiques, c'est-à-dire écrire pour le web ne se fait pas, on n'écrit pas pour le web comme on écrit sur une affichette ou comme on écrit sur du papier. Donc ça, c'est quelque chose qui est apparu qui est apparu, disons, il y a une quinzaine d'années à peu près, et qu'on a intégré dans les formations pour les rédacteurs. Sinon, on aurait été vraiment, disons, j'ose le dire, mais on aurait été has-been comme pas possible. Donc, on aurait fait une formation complètement décalée aux besoins de formation des professionnels de la rédaction. C'est juste en fait un cycle. Là, la question se pose avec les IA, mais ça s'était posé avec la construction, l'ouverture, disons la démocratisation des réseaux sociaux qui a vu paraître d'autres professionnels de l'écrit. Bon, tout le monde connaît les community managers. Vous savez que bah, c'est la formation à être community manager est un peu partout dans les formations de communication, mais pas que, parce que écrire pour les réseaux, ça s'apprend. Les formes d'écriture brèves sont hyper complexes à gérer, beaucoup plus difficiles parce qu'elles sont plus incisives, parce que parfois elles peuvent être plus émotionnelles. Par exemple, elles peuvent avoir une charge émotionnelle que l'écriture plus longue n'a pas, parce que dans la forme brève, vous ne pouvez pas apporter des arguments alors que vous pouvez l'apporter dans une forme longue. Donc, oui, on a eu plein de moments comme ça. On pourrait faire une histoire de la formation à l'écrit juste en regardant les livrets qui sont encore en ligne. Et c'est pas seulement une question de s'adapter sans attitude critique, au contraire, c'est justement de former, de donner des outils euh, pour utiliser, disons, de former les étudiants à un esprit critique. Hein. Je sais que ça, c'est quelque chose que Aude, disons, qui tient beaucoup à Aude, former, disons, les étudiants à avoir un esprit critique dans l'usage de ces outils-là. Parce que de toute manière, qu'on le veuille ou pas, quand les étudiants vont en stage, ils vont être confrontés à l'injonction, bah, commence par l'écrire par ChatGPT et après tu aurais rien. Donc, c'est pas une question de s'adapter, c'est une question d'observer et de donner des outils en plus, d'aller toujours plus loin et de manière à être confronté à un usage conscient de ces outils-là. On a une question de Jacques Tonnet. Jacques, vous pouvez peut-être la poser en direct, puis après Avec grand plaisir. Après, je ne sais pas si je la porterai bien. Non, mais je reviens encore sur... c'est la vôtre. c'est la mienne, effectivement. Je vais essayer quand même. Non, mais puisque s'il s'agit dans le contexte de production de texte d'utiliser l'IA pour gagner du temps, et que c'est donc cette question notamment de gain de temps qui est essentielle, et que en fonction du contexte dans lequel va être utilisé le fameux texte produit par l'IA, bah, ce qui va être valorisé, c'est sa singularité. Vous parlez justement de marqueurs éditoriaux. Quel mon rédacteur serait celui qui arriverait à ne pas produire des textes standardisés? Et donc, pour cela, la question du prompt était très importante, la façon de poser la question pour s'assurer du résultat. Et puis, le travail de post-édition, de révision était essentiel aussi. Mis bout à bout, ce temps passé à post-éditer, est-ce que, n'a pas des conséquences sur le fameux gain de temps qu'on apprécie tant à l'usage de l'IA? Est-il nécessaire de passer par l'IA quand un humain peut faire aussi rapidement, mis bout à bout, tous ces temps d'édition à la production de texte, quoi. Ouais. Alors ça, c'est un exercice, moi je fais avec les étudiants en rédaction web, on fait des épreuves à temps figé, c'est-à-dire que je dis 1 heure et 1 heure. Voilà, il faut... Donc c'est un exercice que je voudrais faire l'année prochaine, je ne l'ai pas encore fait, c'est-à-dire de minuter
la chaîne disons, de pratique qu'il faut et donc faire deux expériences sur un texte similaire, sur un sujet similaire, entre l'écriture sans IA et l'écriture avec IA. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis, j'ai mis au programme, si tout va bien, pour l'année prochaine, parce que justement, euh, disons, le gain de temps, il se situe où? Alors, je rejoins ce que Nastasia disait, surtout dans la première partie, le brassage des informations. Alors là, mais le problème, c'est la vérification après. Donc, où se situe le gain de temps et quelle est finalement la chaîne de pratique la plus performante, puisque bah, finalement, il faut produire aussi des textes qui puissent valoriser l'entreprise, l'association, l'institution dans laquelle on travaille. Parce que si on publie des textes, disons, non adéquats ou avec plein d'erreurs, ben, on sait bien qu'après, il y a, disons, en retour, hein, disons, la question de la qualité de l'écrit est très importante dans les moteurs de recherche. Et donc, il y a toute une chaîne de pratique. Hein, donc, ça, où il se trouve le gain, ça, je ne sais pas encore répondre, mais ça fait partie de mes pistes d'exploration et pour voir finalement, peut-être donner aux étudiants aussi des cartes pour dire, mais en fait, vous savez, moi, je fais ça en 3 heures, hein, mais si je dois y revenir derrière, j'ai du travail de 4 heures derrière. Finalement, peut-être, moi, je suis plus efficace qu'une IA. Ça, ça, on va le Il y voir. a un déplacement, je On va y reconnais qu'il y a un travailler. déplacement, on ne peut pas ne pas aller avec le mouvement. Il y a un contexte industriel qui est là. La question, enfin, c'est la réelle nature de ce gain. Voilà. Oui, ouais, tout à fait. On est en pleine expérimentation, on est en plein test là. Mhm. Vous nous donnerez le résultat de vos ateliers avec deux types de pratiques dans le même laps de temps. On va donner la parole à Aude. Oui, merci Laurent, et merci beaucoup à toutes les deux, et à Rosanna, pour cette présentation. Alors, je me posais deux questions. Alors, la première, quand tu dis les outils d'IA, je me demandais lesquels, et je me demandais surtout si vous envisagez, et on sait bien que ça peut être difficile pour l'université, de prendre des abonnements payants, parce qu'on sait que bah, il y a justement les usages intelligents, avancés, où on peut travailler sur des docs qu'on choisit, qu'on charge soi-même, enfin bon, et aussi pour éviter une partie, pas toutes, des hallucinations, s'effectue avec des usages d'abonnements payants. Enfin, nous, à l'INSPE de Créteil, on teste pas mal au sein d'un groupe de travail sur l'IA un certain nombre d'usages. Et en fait, ceux qui semblent les plus pertinents sont ceux avec abonnement. Donc, ça, c'est la première chose par rapport à vos étudiants. Quel type d'IA vous mobilisez et est-ce qu'il est envisagé ou pas d'avoir des budgets pour des abonnements, sachant que c'est via ces abonnements qu'on peut faire des usages avancés plus poussés. Et la deuxième question, c'était justement pour rebondir par rapport à la perche que tu as tendue là sur l'esprit critique. J'ai mis comme ça dans le chat, mais il y en a plein, une présentation d'une formation Segos rédigée avec efficacité vos écrits professionnels avec de l'IA. Et on voit bien que la distanciation critique, il n'y en a pas. Et donc, dans quelle mesure, bah, voilà, c'est notre rôle à l'université de l'apporter, en plus, bien sûr, de la maîtrise de compétences professionnelles. Et comment, par contre, on arrive à la faire valoir dans les milieux professionnels qui, comme on le sait, sont pas forcément toujours versés à ça et qui emploient, enfin, qui mobilisent ces types de formations comme celles que j'ai mis dans le chat, qui sont très pratico-pratiques et instrumentales. Donc voilà comment, par rapport aux futurs employeurs des étudiants, on peut convaincre de cette nécessité de réflexivité critique par rapport à ces outils. Merci pour tes questions. Alors, sur la question des abonnements, pour l'instant, on a des restrictions. Donc, on a utilisé voilà, ChatGPT, je ne sais plus lequel. J'en avais utilisé un autre à un moment donné, je ne sais plus. J'ai accès à Antidote version pro, mais pas à la fac, hein, pour des raisons totalement personnelles. Donc, ce sont, disons, les deux sources. On est en plein de questionnements sur peut-on demander des abonnements dans nos formations de rédaction. Là, on n'a pas encore décidé.
On est vraiment en train d'y réfléchir parce que dans notre formation de rédaction, à mon avis, il est vraiment nécessaire d'avoir au moins un abonnement dans les salles informatiques qu'on utilise parce que déjà, voilà, on a des paquets, des abonnements qui ne sont pas exportables pour les étudiants. Donc, les étudiants ont accès à certains logiciels seulement dans les salles informatiques. Et peut-être ce serait pareil pour les abonnements pour les IA. Mais ça on n'a pas encore d'abonnement et il faut qu'on pose la question. On est vraiment en pleine réflexion là-dessus. Et par contre, j'ai la possibilité d'utiliser Antidote version pro. Et là, le disait Nastasia au début, bah, je crois que quand on a un peu travaillé ou on travaille un peu dans l'édition, on fait de l'édition, bah, on s'en passe plus de ces outils-là. Donc, Antidote, quelle différence entre Antidote et ChatGPT? Eh ben, ça, il faut aussi avoir la possibilité de l'expliquer à l'étudiant et de faire aussi ce qu'on pourrait dire un usage différencié des IA. Parce qu'il y a des IA d'accompagnement, il y a des IA de débroussaillage qui permettent le débroussaillage, d'autres qui permettent de l'accompagnement, d'autres qui permettent une assistance. Donc, en fait, euh, du point de vue, nous, j'ai l'impression qu'on est aussi assez focalisé sur les productions, sur les produits, mais peut-être il faudrait partir, reculer un peu et dire en fait, des IA, on peut faire des usages très différents et utiliser Antidote qui permet de repérer des, je sais pas, des coquilles ou des répétitions ou des fautes d'accord, bah, pourquoi pas? Bah, l'édition utilise d'outils de cette manière depuis des années, ça n'a jamais posé de problème. Donc, c'est vraiment la dimension, je ne sais plus, il y a un intervenant qui parlait de la dimension créative de la production de texte. C'est vraiment ça, en fait, qui est le cœur du débat et donc qui rejoint aussi l'attitude critique. Comment valoriser l'attitude critique vis-à-vis disons, disons, auprès des entreprises. Moi, je dis souvent aux étudiants, quand vous faites le CV, faites un petit dossier, une sorte de book, de pressbook. Faites aussi un dossier avec vos productions et vous leur montrez la qualité de vos productions. J'ai des étudiants qui sont vraiment excellents. Et je dis, bah, vous n'allez pas seulement avec le CV, vous allez avec votre plus. Dites, bah, vous, bah, si je suis chez vous, bah, moi, je vous amène cette qualité de travail. Alors, c'est disons, l'outil qu'on a trouvé, nous, c'est pas suffisant, mais on a aussi une autre façon, disons, avec ma collègue Émilie, on a fait, il y a 2 ans, on a fait une journée où on a invité des rédacteurs professionnels. Et donc, on a fait des journées de rencontres entre les professionnels, les enseignants et les étudiants, où on invite des personnes, en fait, qui travaillent dans la rédaction, qui sont des pros de la rédaction et qui travaillent déjà dans ces entreprises, et on fait des journées de rencontres. Donc, pour justement créer des ponts et développer en fait cette attitude critique vis-à-vis de l'usage et de l'introduction de ces nouveaux outils. Parce que, bon, on peut pas, si on fait semblant qu'ils n'existent pas, c'est pas une bonne attitude, on est dans le déni. Si on les intègre tels quels, bah, on a plus de sens en tant que formateur. Il faut bien qu'on trouve une voie. Donc, donc voilà, c'est la nôtre, c'est ça, plutôt disons, la valorisation du plus, de la qualité du travail et la rencontre avec des professionnels. C'est-à-dire mettre les différents interlocuteurs, faciliter les rencontres. Merci. Merci à toi. Merci, on va... Georges-Louis? Oui, on a déjà parlé d'un point dont je ne dis pas qu'il n'est pas important, qui est le gain de temps, mais il me semble il y a d'autres choses plus importantes. Donc j'aimerais bien que vous élaboriez un petit peu plus sur ce que ces nouvelles approches des centres chez les étudiants, ce qu'elles permettent chez eux et que vous nous précisiez quels sont, d'après vous, maintenant les deux, trois éléments les plus importants, les plus prometteurs, en particulier en termes de recherche à mener. Dans la première partie,
ce que des centres, j'ai pas compris, il y a une petite coupure, une micro-coupure, et j'ai Oui, pas compris. alors, le gain de temps, bah, c'est bien, mais on dit ça depuis 40 ans, depuis 50 ans, Mm. enfin, presque. Il y a autre chose. Je pense que ça arrive à décentrer Ah, le point de vue, ça recadre finalement. Donc, est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus sur ces questions-là, sur ces ouais, ouais, dimensions-là? ouais. Ben, alors, je vous donne deux pistes. Je réorganise mes idées parce que je vous donne deux pistes de réflexion que j'ai avec mes étudiants. Et, il s'agit d'étudiants au niveau master, hein, donc disons, ils ont déjà une certaine maîtrise de l'écrit et une certaine conscience aussi de de la diversité de l'écrit. Disons, le point de vue que j'introduis pour vraiment comprendre les enjeux, disons, de ce décentrement de la production, c'est la dimension de la matérialité de l'écrit. C'est-à-dire que l'écrit ne vient pas de nulle part. Ouais. Il y a une matérialité forte qui, surtout dans l'écrit numérique, euh, produit certaines dynamiques. Alors, la question du traçage par rapport au profilage, la question du brassage d'informations qui viennent de sites plus ou moins visibles, etc. La question d'où vient la visibilité des écrits. Ça, les étudiants ne le savent pas. Donc, là, disons, une partie du problème de cette, disons, de ces questions-là, disons, en dehors de la question de l'économie et de l'efficacité, c'est qu'en fait, les étudiants ont souvent du mal à comprendre la chaîne des pratiques qu'il y a derrière la production des écrits dans un environnement numérique. Et donc, moi, j'essaie d'amener l'attention sur ça pour dire, voilà, si on a des écrits de plus en plus profilés, donc de plus en plus adaptés aux usages de chacun et de chacune, c'est que ça se fait par cette voie-là. Les raisons sont celles-ci. Donc, ça, c'est une piste que j'utilise. Et après, la deuxième piste est vraiment une, disons, je ne sais pas comment la dire, c'est, euh, disons, la question que l'écrit n'est pas que une simple chaîne une séquence d'informations ou de données, n'est pas que ça. L'écrit, c'est quelque chose à travers lequel on fait des choses. Il y a une complexité forte de l'écrit et poser un titre, c'est pas anodin, ou segmenter un texte, c'est pas anodin. Ça fait, disons, tout ça, disons, cette complexité de l'écrit, sans rentrer dans les détails, mais c'est un peu quelque chose que j'essaie de faire passer aux étudiants, dire, bon, attendez, ça pour l'instant on sait pas automatiser cette complexité. Peut-être ça viendra, hein, comme disait Nastasia tout à l'heure, on ne peut pas voir où on va parce que ça peut prendre des voies très différentes. Mais ce sont les deux, disons, les deux pôles de réflexion. Et après, le pourquoi et le comment, disons, cette matérialité résonne avec l'économie de l'écrit qui s'est mise en place, avec l'époque de l'hypergraphie. Je parle souvent aux étudiants ils disent en fait on est sur TikTok ou on a des vidéos, etc. Mais j'ai dit mais on n'a jamais autant écrit dans l'histoire de l'homme. Ah, les écrits sont partout, partout, partout. Comment ça se fait qu'on a cette impression d'être dans une culture de l'image et en même temps on écrit tout le temps. Et donc voilà, j'essaie un peu, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais j'essaie un peu d'exploser en fait ces questions-là par des pistes, Oui, des entrées oui. qui ne sont pas conventionnelles. D'accord, d'accord. Oui, merci. Bien, très intéressant comme réponse. Thibaut a écrit quelque chose, mais peut-être Thibaut, tu peux le dire en direct s'il est encore là. Je suis pas sûr. Oui, alors, dans le chat, on peut me Ouais, dire. regardez dans le chat parce que je pense qu'il est plus là. Il Et revient comment? sur vos Ah distinctions oui. référent pragmatique, référent sémantique, hein, en Ouais. disant que les moteurs savent pas faire justement cette distinction. Oui, c'est parce que en fait, ils sont pris dans le discours en fait. Dans le discours c'est fermé. Alors, et après,
il y a aussi la question d'une sorte de neutralisation du style. En fait, ce style qui est neutre, qui ne va jamais dans l'excès, qui est euphémisant. Bah, on a plein de choses à étudier si on veut. Je ne crois pas que Nia dit bah, X est mort telle date. Non, il dit peut-être est décédé. Donc rien qu'en regardant les choix lexicaux et souvent, par exemple, la tendance à l'euphémisation, on peut se rendre compte si, si un texte est produit par une IA ou par un humain. Mais bon, après, il y a plein de choses qu'on pourrait regarder. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être pas que certains ou certaines d'entre vous soient frustrés et n'aient pas eu le temps ni le loisir de poser ces questions. Sabine. Bonjour, je crois que je suis dans le noir, là on ne me voit pas. Ah, bonjour Sabine. Bonjour, ouais, moi j'ai une question de curiosité plus, c'est par rapport à l'évolution du domaine professionnel du coup des rédacteurs web. Est-ce que tu as vu une évolution, une différence par rapport à par exemple aux offres de stage, aux offres d'emploi? Comment se porte ce marché de l'emploi en fait actuellement et est-ce que aussi au niveau des étudiants vous recrutez autant qu'avant, moins, plus, voilà. Je m'interroge Oui. là-dessus. Alors, dans le master que je co-dirige avec ma collègue, elle s'occupe du volet traduction et du volet rédaction. Et on a vu une baisse considérable d'offres de stage en traduction et disons, un virage aussi important pour des offres de stage en rédaction web et référencement. Alors, les offres de stage en référencement des dernières années, ça prenait vraiment beaucoup plus de place. Maintenant, bah, peut-être on va trouver, je sais pas, hein, mais à mon avis, il y aura des offres de stage en rédaction de prompt, hein. Ça, moi, je le vois Mm. arriver C'est ça. loin. Mm. Vu toutes les formations, Oda tout à l'heure a partagé la formation pour l'efficacité, voilà, cette histoire de l'écriture efficace. Les formations de prompt engineering payantes, il y en a plusieurs, hein. Donc, Mm. je Ça, crois que c'est clair. Moi, j'ai regardé sur le web il y a quelques jours, ça fleurit de partout et voilà. À tous les formats, hein, ça peut être 2 jours, 2 heures, je sais pas quoi, et on nous promet des prompts efficaces qui nous permettront d'avoir la bonne réponse. Donc moi, je pense que c'est un leurre de tout miser sur le prompt. Bon, oui. voilà, faut sûrement le faire, mais comme vous l'avez dit, il y a bien d'autres étapes, et voilà, et notamment des étapes post qui Oui, sont tout à fait. Donc, fondamentales. à mon avis, bah, là, je vois vraiment, hein, disons, la rédaction web prenait toute la place. On ne trouve plus des stages en rédaction tout court, même dans la rédaction d'entreprise. Et il y a aussi un couplage rédaction et communication qui se fait de manière assez, je veux dire, assez naturelle, hein, alors que ce n'est pas forcément les mêmes compétences. Et, euh, et je voulais dire une autre chose, mais j'ai oublié. Voilà, je crois que c'est... Merci. Ouais. Merci à toi. Merci. Bah écoutez, merci Rossana, c'était vraiment très riche et très intéressant, à la fois dans la réflexion, mais également dans le vécu, le rendu de votre expérience, qui continue d'ailleurs, qui va expérimenter encore d'autres choses l'année prochaine. Donc voilà, merci et bravo et merci à vous deux, Nastasia et Rossana, pour ces deux présentations complémentaires et les échanges qu'ils ont pu donner. Alors, je vais vous donner rendez-vous pour la troisième séance de notre séminaire. Ce sera à peu près pile poil dans un mois, jeudi 13 mars, toujours à 16 heures en visio. Et là, on s'intéressera aux artistes et à la création et on se centrera sur le cinéma. Et on invitera, elles ont confirmé, donc elles seront là toutes les deux, Anna Frégonèse, qui est scénariste et présidente de la Guilde des scénaristes, et Kira Kitsopanidou, qui est maître de conférences spécialisée sur ces questions également de scénarisation et de cinéma à l'université Sorbonne Nouvelle. Voilà. Donc merci encore et merci d'être fidèle à nos séances. Donc on est très heureux de vous retrouver le mois prochain. Merci encore. Au revoir. Au revoir à Merci. tous et à toutes. Au revoir. Au revoir, merci.